Il existe plusieurs visions de la compagnie Amazon. Si on demande à un marchand qu'est-ce qu'il en pense, il risque de dire « Hey, Amazon, c'est une grande menace, là, à la fois à court terme, mais aussi à long terme, parce qu'il vend beaucoup de produits à prix compétitif, et que c'est vraiment un concurrent dangereux. » Si on demande aux employés, qui s'appellent eux-mêmes les Amazoniens, les autres, ils risquent de dire qu'Amazon, pour eux autres, ça représente de la pression. C'est sûr qu'il y a deux grandes catégories d'employés. Les 40 000 qui travaillent à Seattle, c'est des administrateurs, des ingénieurs, des informaticiens. Eux autres sont très bien payés, ils reçoivent des actions d'Amazon. Eux autres, s'ils réussissent à vivre avec la pression pendant quelques années quand même, ils vont être en bonne situation. Par contre, les employés qui sont dans les entrepôts, qui sont la majorité, eux autres, c'est la pression tous les jours, c'est de préparer la commande, puis tout le temps accélérer, productivité, absolument. Donc, beaucoup de pression sur les employés. Puis si on demande aux clients, mais là, wow, là, c'est une histoire d'amour. Les consommateurs adorent Amazon. Il y a beaucoup de choix, un choix aussi personnalisé, prix compétitif, livraison rapide. Si on n'est pas content, on peut retourner sans problème, dire « Wow! » Les gens adorent Amazon. OK. Au départ, Jeff Bezos, il étudiait en informatique, puis il a travaillé là-dedans au début des années 90, puis il a remarqué à quel point l'Internet grossissait à toute vitesse. Il s'est dit, pour faire de l'argent, il faut que j'ouvre un commerce en ligne. Oui, mais qu'est-ce que je vais vendre? Il a décidé de vendre des livres pour une raison, c'est parce qu'il y a une différence fondamentale entre les livres qui sont en grand nombre par rapport à n'importe quel autre objet de consommation. Supposons si on dit des chaussures. Bien, des souliers, il y en a de différentes pointures, différentes couleurs, différentes conceptions, mais mettons qu'on met toutes les chaussures qui sont là, il peut y en avoir peut-être quelques centaines ou quelques milliers de différentes, mais c'est tout. Tandis que les livres, ça, il y en a des millions de références. Si on dit tous les romans qui existent, les livres d'histoire, les livres de sciences, les manuels scolaires, tous les livres, ça, il y en a des millions. Alors, Jeff Bezos s'est dit, je vais avoir un avantage par rapport aux librairies. Je vais créer Amazon, qui, dans ce temps-là, vendait uniquement des livres, puis il y avait 3 millions de références. Ce qu'il faisait, dans le fond, c'est qu'il était comme une sorte d'intermédiaire entre... Il proposait sur son site des livres, donc 3 millions de références. Il y a des clients qui commandaient, puis il disait à telle maison d'édition, OK, le client veut tel livre. Puis dans ce temps-là, donc ça passait par Amazon, mais dans ce temps-là, une livraison de 2 semaines, c'était considéré correct, puis il était capable de faire ça. Ça a bien fonctionné au départ. Déjà 2 ans après la création, il est entré en bourse. Puis là, les investisseurs ont vu qu'il y avait beaucoup d'argent à faire avec ça. Puis à chaque jour, ils vendaient des milliers de livres. Ça fonctionnait vraiment bien. Et pourquoi se limiter à ça? Bien, en plus des livres, c'est mis à vendre à un moment donné des jouets, des vêtements, des DVD, plein d'objets. Au début, Amazon, on peut dire, c'était une librairie en ligne. Par la suite, c'est devenu comme... un centre d'achat en ligne. Puis aujourd'hui, ça a encore augmenté. C'est rendu, dans le fond, la société de consommation en ligne. Amazon a vraiment grossi. Maintenant, c'est une des plus grandes entreprises au monde qui dépasse 1000 milliards de dollars. Une action d'Amazon vaut plus de 3000 dollars par action à l'été 2020. Puis Jeff Bezos est l'homme maintenant le plus riche au monde. Il a dépassé Bill Gates. Quels sont les trucs du succès Amazon? Comment une petite entreprise qui commence avec juste quelques employés, c'était Jeff Bezos avec sa femme, il a emprunté environ 300 000 $ à ses parents. Puis aujourd'hui, c'est une compagnie multinationale en pleine croissance qui a 650 000 employés dans le monde. Comment on peut passer d'une si petite entreprise à une super grosse multinationale? Alors, quels sont les facteurs du succès d'Amazon? Au départ, on peut dire qu'il y a l'absence de profit. Parce qu'Amazon essaie de vendre le moins cher possible, puis ils ne visent pas comme tel à faire des profits. C'est sûr que les investisseurs, pour eux autres, ça va bien. Si quelqu'un a acheté une action d'Amazon il y a 10 ou 20 ans, il la revend aujourd'hui, là, il va faire un gros profit. Mais la compagnie comme telle n'essaie pas de faire du profit parce que tous les revenus qui rentrent sont immédiatement réinvestis pour grossir, pour acheter des nouvelles technologies, embaucher du nouveau monde, etc. La croissance continue tout le temps.
Par la même occasion, un bel avantage pour Amazon, c'est ce qu'on appelle l'optimisation fiscale, c'est-à-dire qu'ils payent à peu près pas d'impôts. Puis ça, il n'est pas tout seul. Tout le GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, sont tous dans la même situation, qui s'organisent pour presque pas payer d'impôts au gouvernement. Puis ça, c'est un gros avantage pour Amazon, parce que les librairies, en général, ils payent beaucoup de taxes et d'impôts, tandis que Amazon n'a pas besoin de le faire, il fait presque pas de profit, puis il s'organise pour distribuer ses affaires pour ne pas avoir à payer. Une stratégie utilisée par Jeff Bezos déjà dans les premières années, il a baptisé ça le projet Gazelle. Jeff Bezos s'est dit, quand un guépard chasse les gazelles, il ne va pas choisir celle qui est la plus en forme, qui est la meilleure. C'est le contraire. Il va choisir celle-là qui est blessée, malade, la plus faible. C'est celle-là qu'il va attraper. Il dit, on va faire la même chose, nous autres. Étant donné que très rapidement, donc, son site fonctionnait bien dans la vente de livres, bien, il a dit à des maisons d'édition les plus faibles, celles qui étaient devenues le plus dépendantes d'Amazon pour vendre les livres, il dit, regarde, on va augmenter la cote. À partir de maintenant, vous autres, ça va vous coûter plus cher. Puis les entreprises avaient le choix. Soit ils s'enlèvent d'Amazon, soit ils acceptaient de payer plus cher. Puis c'est ça qui est arrivé. Amazon a pu augmenter ses revenus comme ça, pas en augmentant le prix pour les consommateurs, mais en pressurisant davantage, en demandant davantage d'argent aux entreprises partenaires. Depuis le début, Amazon garde les données de ses clients, puis il réussit comme ça à les analyser. Il y avait un des chefs analystes qui disait dans une entrevue, un chef d'analyste d'Amazon, qui disait qu'il était étonné de voir à quel point les clients sont des gens prévisibles. Il dit, si quelqu'un a lu tel livre et tel livre, bien, il y a bien des chances qu'il puisse être intéressé à ce livre-là. Donc, il faisait des propositions d'achat. Puis maintenant, c'est la même chose avec tous les objets de consommation que les gens peuvent acheter. Bien, il fait vraiment, c'est des propositions personnalisées d'achat, ce qui permet d'augmenter les ventes. Autre chose qui a bien fonctionné, à partir de 2004, il y avait l'abonnement Prime. Dans ce temps-là, les clients avaient à payer 79 $ par année, puis grâce à ça, ils avaient une livraison gratuite. C'était avantageux pour le client, puis les clients, bien, pour rentabiliser leur abonnement, bien, ils demandent souvent, ils achètent beaucoup par Amazon, ce qui permet d'accroître les ventes. Autre chose qui est un facteur de succès Amazon, on appelle ça le rangement chaotique. C'est-à-dire qu'il y a des entrepôts d'Amazon qui sont vraiment grands, c'est plusieurs fois un aréna. Puis là, il y a plein de rangées avec des objets qui sont là. Les objets sont pas en ordre. Supposons que dans les casiers, il peut y avoir un ourson en peluche, des aspirines, dans l'autre, il y a une Barbie, un vieux disque de Michael Jackson, un livre, du parfum, n'importe quoi. Bien, tout placé comme ça, là, on appelle ça le rangement chaotique, mais c'est géré par un ordinateur. L'ordinateur sait exactement où se trouve chaque objet, puis quand le piqueur, c'est-à-dire l'employé d'Amazon qui s'occupe de préparer la commande de quelqu'un, bien, il y a un scanner, puis ça dit, OK, rangée 27, allée 12, casier 36, OK, il va là, il scanne le casier, il scanne l'objet, OK, c'est le bon objet. Puis là, l'employé doit se rendre ou trouver l'autre objet, puis à ce moment-là, il va se rendre à l'endroit le plus proche de là où il se trouve. Tu sais, l'ordinateur gère tout, puis en même temps, ça permet de mesurer la productivité des employés qui ne sont pas syndiqués chez Amazon. Alors, c'est quelque chose de productif, c'est plus que s'il fallait qu'il y ait tous les oursons ensemble, les aspirines ensemble, les disques ensemble, les livres, etc., ça serait beaucoup plus long. Tandis que là, un arrangement comme ça, où est-ce que l'ordinateur envoie l'employé tout le temps à l'endroit le plus proche, puis qui connaît exactement tout l'inventaire des millions d'objets qu'il peut y avoir dans les entrepôts, ça fait que c'est plus productif. Autre chose encore, c'est la place de marché ou le marketplace. À peu près 60% des objets qui sont vendus sur Amazon appartiennent pas comme tel à Amazon, ne sont pas produits par lui.
C'est des compagnies, puis en fait des milliers de compagnies, des grosses, des petites, qui veulent vendre sur Amazon parce qu'il y a 300 millions de consommateurs qui utilisent Amazon. Donc c'est intéressant pour des entreprises de dire « je vais vendre par Amazon », mais à ce moment-là, ils doivent payer une certaine cote. Il y a encore le projet de Gazelle, on pourrait dire, qui continue. Puis, en échange, bien, Amazon s'occupe de l'entreposage, de la livraison, de quelque chose de rapide. Puis donc, il y a des milliers d'entreprises dans le monde qui utilisent le marketplace. Puis quand Amazon voit que, hey, tel produit, ça a l'air pas mal rentable, bien, il peut se mettre à le fabriquer lui-même. À ce moment-là, ça devient encore plus productif. Il est capable de cibler les objets qui semblent les plus rentables, puis d'en fabriquer lui-même. Puis comme c'est Amazon qui décide où les mettre dans la publicité, bien, quand c'est un produit d'une entreprise concurrente, parce que maintenant il fabrique son produit, bien, il va le mettre plus loin, il va mettre ses propres produits en valeur. Enfin, autre chose ce qui existe, c'est Amazon Web Services. Depuis le début, Amazon avait besoin d'ordinateurs pour gérer toutes les informations sur les clients, pour pouvoir les analyser, puis pour pouvoir gérer aussi tout l'entreposage des objets. Bien là, Amazon va créer plus que les ordinateurs dont il a besoin pour lui-même, puis il va se mettre à louer du stockage de données. Par exemple, Airbnb utilise les services de Amazon Web Services. Il y a également la CIA américaine, surprenant. Il y a Tinder qui utilise ça aussi. Netflix est là-dessus aussi. Donc il y a beaucoup de compagnies qui utilisent les services des ordinateurs d'Amazon. Puis, semble-t-il que ça, c'est très rentable. C'est quelques milliards de dollars par année. Puis cet argent-là est utilisé pour croître, encore une fois. Déjà, tout ça, ça permet de comprendre, dans le fond, quel est le modèle d'affaires. Bien, il y a encore d'autres facteurs de succès à Amazon. Mais déjà, on peut voir un peu c'est quoi son modèle d'affaires. Bien, le numéro 1, c'est de plaire au consommateur. Le consommateur est roi, le consommateur a toujours raison, il n'est pas satisfait d'une commande, il peut la renvoyer, bas prix compétitif, toute livraison rapide. Wow! OK? Bon, plaire au consommateur. Un autre aspect, c'est de soutirer le maximum des entreprises partenaires qui vendent. T'sais. Alors, il met une cote assez élevée, puis comme ça, bien, ça permet d'obtenir beaucoup de revenus, puis les entreprises, bien, ils aiment vendre là, mais quand même, ça reste tout le temps difficile. C'est Amazon qui met certaines contraintes, puis un prix pour avoir le droit de vendre sur Amazon. Un autre aspect, c'est la croissance de la productivité. Comme Amazon réinvestit tout le temps, il réinvestit dans les technologies super modernes, comme le rangement chaotique, c'est Amazon qui a inventé ça. Puis les employés sont sous pression tout le temps, de sorte que ça fait que c'est quelque chose de très productif, les technologies, l'automatisation le plus possible, plus les employés qui sont sous pression, tout ça c'est productif. Enfin, au lieu de faire des profits, ce qu'il fait, c'est qu'il grossit, grossit et grossit. Maintenant, la moitié du commerce en ligne aux États-Unis passe par Amazon. Ils sont établis en France, en Allemagne, maintenant ils sont en Inde. Le seul pays où ils ont échoué, c'est en Chine, parce qu'il y avait déjà l'entreprise Alibaba, qui est un commerce en ligne, qui fait la même chose, puis là, ils n'ont pas réussi à s'implanter. Mais il en reste encore bien des pays où ils peuvent, puis de sorte que Amazon continue de croître encore et encore. Qu'est-ce que ça change, Amazon? Bien, ça apporte une nouvelle habitude de consommation qui est de ne pas aller au magasin. Alors, une personne est dans son salon, puis elle dit « OK, je vais commander ceci, cela, ça aussi, OK, envoyer ». Du moment que c'est envoyé, ça ne sera pas long, en quelques secondes. Dans un entrepôt, il y a un employé qui va commencer à préparer la commande, puis la livraison va arriver, ça ne serait pas très long. Puis, ce que ça change par la même occasion, c'est qu'il y a bien des magasins qui se retrouvent en difficulté, puis ça continue, là. Il y avait une experte qui disait qu'à chaque fois qu'Amazon crée un emploi, probablement qu'il s'en perd 2 dans la société, parce que ces employés qui travaillent seulement dans des entrepôts se trouvent à être, dans le fond, plus productifs que des gens qui travaillent, qui sont vendeurs dans des magasins. Donc, Amazon, c'est pas très bon pour le commerce local. OK. Autre chose? Une question qu'on peut se poser, mais Amazon, qu'est-ce qui ne change pas dans la société? Bien là, il y a 2 choses qui ne changent pas.
il y a quelque chose qui était déjà commencé avant Amazon, qui est, à partir des années 80, une grosse augmentation des inégalités sociales dans le monde. Donc, il y a des personnes qui s'enrichissent, puis on peut dire que Jeff Bezos, puis les investisseurs d'Amazon, eux autres s'enrichissent, okay? Donc ça augmente les inégalités dans la société. C'était pas nouveau, mais Amazon fait juste poursuivre cette tendance-là. Puis l'autre tendance, qui était déjà commencée depuis longtemps, c'était les destructions environnementales qu'il peut y avoir. Bien là, Amazon contribue à ça aussi par tout le viroyage des objets de consommation qui sont transportés par avion, par bateau, par camion, livraison à domicile. Tout ça, ça contribue simplement aux destructions environnementales. Alors, Amazon, il n'a pas créé les inégalités sociales, il n'a pas créé les destructions environnementales, mais il fait juste contribuer à les augmenter. Voilà.